bienvenue chez DeFi France du coup. Comme vous voyez, c'est toujours fait un peu comme ça. Du coup, thème du jour, adoption massive. On s'est lancé il y a quelques semaines en se disant, ok, il est en train de se passer quelque chose. Il y a un mouvement qui est en train de se lancer, un nouveau cycle peut-être. Et on a de nouveaux défiants qui arrivent et qui ont hâte d'apprendre de nouvelles choses. Et on s'est dit, tiens, comment réfléchir à onboarder cette nouvelle génération de défiants, et on s'est dit qu'une des réponses, c'était le compte abstraction, l'abstraction de compte, et on s'est dit, tiens, pourquoi pas y réfléchir en faisant un meet-up dédié. Donc, on va y réfléchir aujourd'hui avec nos deux invités, Jérôme de Tichet de Comet et Marc Zeller de l'Avation Initiative. Jérôme va nous présenter d'abord une réflexion un peu théorique sur l'abstraction de compte pour la DeFi, et Marc va nous présenter du coup une application concrète. Petit disclaimer, évidemment, on ne fait pas de conseils en investissement, vous connaissez le scénario habituel. Et je profite de ce petit moment pour vous parler du coup un petit peu de DeFi France, de cette communauté qui discute DeFi et qui organise ces événements. Aujourd'hui, du coup, DeFi France, c'est une communauté qui est présente sur tout le territoire français. On organise des meet-up à Paris, mais aussi à Toulouse, à Lyon, où on part par exemple à Lyon en direction des écoles d'informatique. Bordeaux aussi, et Biarritz évidemment, puisqu'on organise chaque année notre side event annuel à Surfing Bitcoin. Donc voilà, on est présent un peu de partout, et l'intérêt de DeFi France, c'est de proposer une gouvernance communautaire. C'est-à-dire que voilà, on est constitué autour de règles communes de savoir-vivre, bien entendu, et surtout autour d'un programme et de valeurs. Et en fait, on discute de gouvernance et on fait des proposals de gouvernance pour animer la communauté. Et très récemment, on en a fait une sur l'accueil de nouveaux défiants et donc rédaction de contenu d'information pour onboarder cette nouvelle génération, rassembler un petit peu tout ce qui a été fait. C'est un sujet d'actualité. DeFi France, on a pris un peu de retard lors du BIR. On a créé des contenus, mais tout ça, c'est un peu dispersé. On est en train de tout rassembler et la proposition est en cours de vote. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, à voter, à approuver cette proposal, et on devrait se lancer dès jeudi prochain. En fait, on a une petite réunion publique et ceux qui sont intéressés, qui veulent contribuer, n'hésitez pas. Et ça se fait toujours dans la bonne humeur. Le petit lien ici vous mène au Discord. Je ne vais pas être plus long. Merci à tous pour votre présence, et je vais laisser la parole à Jérôme. Donc aujourd'hui, on va parler d'abstraction et comment vous pouvez l'utiliser dans des produits DeFi. Enfin, on va même regarder un exemple de comment on peut utiliser ce genre de solution dans les produits DeFi. Moi, je m'appelle Jérôme, je suis le président d'Ethereum France et aussi le CEO de Comet. Et on organise EthCC à Bruxelles cette année. J'espère que vous allez venir nombreux en juillet 2024, le 9, 10, 11, 12. À Bruxelles, voilà, donc viendez à Bruxelles. Alors Comet, on est surtout connu pour nos activités côté gaming, puisqu'on a commencé à construire notre expertise autour de ça. On crée des jeux vidéo et on essayait de créer des économies dans ces jeux vidéo qui reposaient en partie sur la DeFi, qui avaient des interactions intéressantes avec ça. Et on a fait des jeux en 2021, on a fait une alpha en 2022, on prépare une sortie fin 2023. Bon, vous pouvez déjà tester le jeu si vous êtes sur notre whitelist, sur sa version Epic Games. Et quand on a voulu étendre notre nombre de joueurs depuis la petite niche des quelques dizaines de milliers de gens qui sont intéressés par le gaming en Web3, on s'est rendu compte que ça posait plein de problèmes. Donc on a énormément investi de temps et de jus de cerveau à construire des méthodes d'onboarding. Et on n'est pas les seuls à rencontrer ces problèmes d'onboarding. Donc on va parler un petit peu de friction et de comment on résout ces frictions avec de l'abstraction. La première, c'est de regarder ce que fait des leaders d'industrie comme Sorare. Vous voyez, vous avez une super belle page, comme ça. Vous dites, bon, bah voilà, j'ai qu'à faire pareil, j'ai qu'à faire un truc comme ça pour mon projet DeFi en présentant différentes stratégies, différents trucs que les gens peuvent accéder, ou mon produit gaming, enfin voilà. Sauf qu'arriver jusque-là, il y a énormément de barrières à l'entrée. C'est une purge. Avoir des wallets qui sont streamlinés et qui ne vont pas être vraiment de fees, ça, des grosses hypothèses que vous devez faire sur votre infrastructure et comment vous organisez ça. Si vous avez plein de data à fetcher à droite à gauche avec plein de collections,
bah aussi, vous avez plein de problèmes d'infrastructure aussi. Là, vous avez des credit card payments. Alors ça, si vous avez cherché un PSP, ou alors, bonjour, quoi. Vraiment pas facile. Et en fait, c'est un gros problème d'infra, quoi. En fait, passer à l'échelle depuis... j'ai juste un RPC et les gens se connectent sur mon... Enfin, j'ai peut-être même pas d'RPC, les gens se connectent sur mon site en appuyant sur Connect Wallet. Et puis ensuite, je vais interroger leur balance et puis je vais tout afficher. De ça à je suis prêt à accueillir des gens du Web 2, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et on va voir comment on peut trouver si ce n'est des raccourcis, au moins des chemins pour atteindre ça facilement. Donc, le premier constat qu'on a fait, c'est qu'il y a un vrai bizutage à l'onboarding dans la blockchain. Voilà. Et quand il n'y a pas de bizutage de l'onboarding, c'est souvent qu'il y a des trucs qui sont très cachés et qui peuvent être au détriment de votre future croissance et votre capacité à passer à l'échelle. Les onboarding dans le Web 2, c'est un clic, hop, je suis logué, un clic, ah, ça y est, j'ai acheté. Donc ça, c'est très difficile de se battre et de trouver quelque chose qui est au moins aussi bien que ça. Et puis quand vous onboardez quelqu'un qui finalement est un peu intéressé à utiliser votre produit, puis vous lui dites « Ah mais si tu allais installer MetaMask », alors là il va installer MetaMask, le temps qu'il revienne sur votre application, bah, vous le perdez complètement en chemin, il doit comprendre un nouveau modèle de sécurité qu'il ne maîtrisait pas avant, voilà. Il doit essayer de faire un KYC pour se procurer de la crypto, alors là il n'y a plus personne qui y passe, et éventuellement bah, en fait il se fait scammer, il a cliqué sur le mauvais lien, il avait la mauvaise librairie Ledger installée, il a écrit 24 mots à côté, enfin il peut se passer plein de trucs, super moches, et en fait bah, les utilisateurs du monde traditionnel sont en général assez peu enclins à découvrir ce nouveau truc, à moins de vraiment percevoir une valeur super forte de ce que ça peut leur apporter. Alors nous, on a essayé sur notre alpha plein de méthodes d'onboarding. Et il n'y en a aucune qui était vraiment très satisfaisante. Pour la petite histoire, on s'est même exposé dans Ledger Live, qui était une super expérience. On a eu de bons retours sur cette exposition. Mais quand on installe des trucs comme WebTrios ou autre façon de détourner l'onboarding en ayant un wallet as a service qui vous le fournit, on n'arrive même pas vraiment à bien convertir. Et c'était un gros problème pour nous. Pour vous le dire d'autrement, bah, en fait, on a fait des campagnes sur TikTok, sur Facebook, sur Twitter en disant hey, on a un jeu de cartes gratuit, venez jouer, venez essayer. On vendait absolument rien dans le jeu de cartes. Plus vous faisiez de game, plus vous récupérez de points et vous pouvez convertir ces points en cartes et éventuellement devenir des collectionneurs de cartes comme ça. C'était une façon pour nous de tester comment le jeu fonctionnait, mais surtout de tester nos campagnes pour voir ok, avec quels mots-clés on arrive à attirer des gens pour venir jouer à un jeu de cartes à collectionner. Bon, alors en fait, quel que soit ce qu'on expose, le funnel il se réduit, mais peau de chagrin. Et ensuite, quand vous commencez à leur faire acheter de la crypto pour les faire utiliser, faire des transactions, éventuellement acheter des cartes sur le marché secondaire qui ont été militées par les autres joueurs, vous êtes complètement perdu. Il n'y a rien qui portait un coût d'acquisition qui serait ne serait-ce qu'acceptable pour un jeu vidéo dans ce qui était disponible sur le marché entre mi-2022 et juin 2023, quoi. Et plus spécifiquement, il y a un constat général que c'est difficile de faire percevoir la valeur du Web3 directement à l'utilisateur pour suffisamment le convaincre de s'imposer le bizutage d'aller installer un wallet. Les applications en général se battent très difficilement pour récupérer de l'attention des utilisateurs. Le Web 2, quand vous exposez un flow Web 2 et un flow Web 3 à côté, les utilisateurs qui sont dans le flow Web 2, quand vous essayez de les envoyer sur le flow Web 3, ils sont perdus. Et de toute façon, le flow Web 2 a tellement été optimisé qu'il y a des habitudes de consommation, des habitudes d'onboarding contre lesquelles vous ne pouvez pas aller. Et en fait, quand vous commencez à avoir deux flows l'un à côté de l'autre, vous allez commencer à downgrader, à faire des flows qui sont moins bons côté Web 3 ou côté Web 2 pour essayer un peu de balancer entre les deux et vous y perdez. Et voilà. En fait, exposer de la blockchain à des utilisateurs traditionnels, c'est un vrai problème. Un vrai problème, en particulier quand vous êtes dans une boîte de DeFi. Alors, j'ai fait quelques angel investments, j'ai acheté quelques tokens, j'ai connu des founders de projets DeFi, et souvent, j'ai la même chose qui m'apparaît quand ils me vendent leur projet, c'est « Ouais, mais en fait, nous, on essaie d'avoir 10 millions de TVL, et puis voilà... » Ok, 10 millions de TVL, vous allez les avoir comment? Bah, on va parler à plein de whales et on va s'apporter des whales avec nos investisseurs. Et puis après, génial, quoi. Voilà, notre produit va bien marcher parce qu'on aura la TVL et on pourra lever plus après. Vous êtes nombreux à vous battre pour avoir ces whales et l'attention de ces trucs-là. C'est une compétition qui est très, très, très rude aussi pour vous. Ou alors, vous pouvez vous passer plutôt dans l'autre sens en disant, bah, moi, en fait, le succès de mon projet, je vais le montrer sur un nombre actif d'utilisateurs.
Alors, où vous décidez de faire de l'éducation des utilisateurs et de les faire venir dans votre projet, et dans ce cas, vous faites bénéficier de votre onboarding, enfin, de votre éducation à l'ensemble de l'écosystème, ou bien en fait, vous faites des airdrops où vous essayez de vous en sortir avec un token et vous avez des utilisateurs qui restent pas et puis vous allez galérer de ce côté-là. Je vous invite vraiment à essayer de vous projeter hors de cette niche. C'est super bien depuis le DeFi Summer, depuis les ICO. On a eu de la DeFi pour moi parce qu'on a eu des ICO initialement et qu'on savait pas comment les lister. Depuis les premiers projets DeFi, depuis les projets d'optimisation, on a commencé à avoir plein d'activités sur la DeFi et à faire boule de neige avec juste notre neige à nous, quoi. Mais on n'a pas encore réussi à sortir de là pour aller inviter les gens qu'on croise dans la rue, nos amis, qui ne sont pas forcément dans la blockchain, nos cousins, nos neveux et tout, leur dire en fait, viens essayer la DeFi, tu vas voir, il y a vraiment des choses intéressantes à faire et tu peux épargner, tu peux placer, tu peux faire des choses comme ça. Réussir à sortir de cette niche, c'est clé pour que l'écosystème en général grossisse et que vous puissiez vous différencier par rapport aux autres protocoles qui se disent juste, moi je vais réussir à faire venir 2 whales. Donc il y a une façon raccourcie de le faire qui peut être très très engageante, qui est d'utiliser un wallet as a service. Ce sont de très bons produits, c'est très bien d'utiliser des wallets as a service, mais caveat. Ultra caveat. Parce qu'en fait, avec un wallet as a service, et la plupart des solutions wallet as a service / MPC et compagnie, elles vous mettent une authentification devant. C'est-à-dire, vous allez vous connecter avec votre login Facebook, votre login Google, votre login autre chose, et vous vous connectez chez cet individu, enfin, chez cette entreprise. Donc déjà, vous envoyez toutes les informations de vos utilisateurs là-bas. Ça peut poser des problèmes côté marketing si vous avez le même wallet provider entre 2 projets concurrents, par exemple. Et ensuite, vous avez une clé qui est gérée avec un MPC, qui est une technologie qui est multiple. Donc on ne va pas regarder sur toutes les différents MPC que ça peut concerner. Mais ce MPC, quand il vous dit c'est self-custodial, c'est non-custodial, la bonne question à lui poser, c'est oui, mais en fait, si vous débranchez le service, que ça continue. En fait, quand vous avez quelque chose de self-custodial, vous avez à la fois le fait que la personne qui vous fournit le service ne peut pas vous empêcher de faire des transactions et qu'elle ne veut pas non plus faire des transactions à votre place. Donc quand elle vous dit j'ai qu'un seul morceau de la clé ou pas tous les morceaux de la clé ou tout ça, donc je ne peux pas signer, ok, fine, mais si vous disparaissez ou si vous ne laissez plus accès au service, est-ce que je peux encore accéder? Et ça, c'est rarement fine aussi. Et puis vous avez plein d'autres problèmes de type, ouais, mais en fait, il faut quand même que j'onboard mes utilisateurs parce que si je veux leur faire des transactions, il faut que je leur file du native token, il faut qu'ils aient du Matic, il faut qu'ils aient de l'Ether, il faut qu'ils aient quelque chose. Alors vous avez des façons un peu détournées de le faire. Par exemple, vous pouvez onboarder des gens sur un produit comme Friendstack et leur dire, bon, maintenant que vous êtes onboardé, quelqu'un vous a fait une offre pour acheter une de vos shares, donc ça y est, vous avez un peu d'Ether, vous pouvez faire des choses. Bon, c'est une très bonne façon de les onboarder là-dessus, mais vous devez quand même à un moment ou à un autre leur faire un onboarding Web3 où ils achètent de la crypto avec leur carte bleue, ils font leur KYC, ils font leur truc, et là l'aspect de custodianship de ce que vous leur exposez est très important. Donc plein de problèmes à considérer là-dedans et un problème absolument majeur qui est comment vous faites du rollout. Genre est-ce que je peux remplacer cette clé par une autre? Est-ce que je peux me dire en fait non, j'ai commencé à onboarder mes utilisateurs avec ce vendeur de solutions wallet as a service, est-ce que je peux passer sur un autre? Est-ce que je suis coincé ou pas? Donc vraiment caveat parce que vous allez prendre des raccourcis qui peuvent vous ralentir, voire vous bloquer pour la suite en vous mettant complètement bloqué derrière ce genre de service. Et en particulier si vous commencez à l'utiliser avec du account abstraction, vous pouvez avoir potentiellement le meilleur des deux mondes et potentiellement même un monde que vous n'imaginez même pas en termes de possibilités. Parce que l'account abstraction, au sens le plus élevé, c'est la séparation entre la personne qui signe ou la chose qui signe et le compte qui reçoit. Nos EOA, Externally Owned Account, que vous avez sur MetaMask, sur Ledger et d'autres fournisseurs de wallets, elles sont à la fois la clé publique et elles stockent la clé privée que vous utilisez pour signer. L'account abstraction vous sépare ces deux éléments. Vous avez un signer et vous avez un compte. Et ça permet de faire plein de choses super chouettes. Déjà, ça vous retire la nécessité de mettre de l'Ether sur le compte en question pour lui faire une transaction. Vous pouvez éventuellement considérer un message qui a été signé par le signer et sponsoriser la transaction en question. Et en plus, comme vous avez des signatures qui se passent potentiellement sur d'autres courbes que les courbes classiques qu'on a sur Bitcoin et Ethereum, vous pouvez aussi introduire d'autres façons d'onboarder les gens, d'autres façons de les faire signer et de les faire s'authentifier.
Alors c'est pas un nouveau sujet, c'est un sujet qui est assez vieux en fait. On avait des EIP avec 2 chiffres à l'époque, EIP 86. Ils disaient ce serait quand même pas mal d'avoir Account Abstraction si on avait su. On aurait dû le mettre très très tôt. Donc vous voyez 2017, 2020, et puis un peu plus récemment 3074 et 4337. 4337 c'est pas un token, c'est un standard pour faire de l'Account Abstraction. Un standard pour se dire en fait on pourrait commencer à faire de l'Account Abstraction hors du protocole et à un moment peut-être le mettre carrément dans le protocole. Mais commençons par le faire hors du protocole. Et 3074 qui dit non mais attendez, on va vraiment essayer de le fourrer dans le protocole. Donc vous avez aujourd'hui au niveau des core développeurs un peu deux initiatives. Une qui vous dit en fait on va aller directement dans l'usage avec un standard de smart contract et on va le mettre dans le smart contract plutôt que le mettre dans le protocole. Et 3074 qui revient un peu à la mode et qui dit non mais vraiment en fait on fait tellement de détours, on devrait quand même se le mettre dans le protocole cette histoire d'account abstraction. Donc in practice, ce que ça veut dire 4337, c'est un standard pour faire de l'account abstraction. Donc ça vous apporte la possibilité de faire de la vérification de la logique de façon assez arbitraire, parce que vous le faites directement dans le contrat. Ça vous permet de sponsoriser des transactions, ça c'est super cool, parce que vous n'avez pas besoin de mettre de l'Ether sur un compte pour faire des transactions avec. Ça vous apporte plein de nouvelles façons de sécuriser ces comptes, parce que vous pouvez avoir des systèmes de recovery qui sont dans le smart contract. Vous avez aussi la possibilité d'avoir plusieurs propriétaires pour pouvoir renouveler les clés, pour pouvoir les changer, pour pouvoir faire des choses comme ça. Et vous spécifiquement qui font de la DeFi, il n'y a rien de plus chiant que d'avoir à approve un token, swapper, staker, approuver le vault, restaker, redéplacer, retruc. En fait, 35 transactions. Quand vous batchez ces transactions en une seule parce que vous avez un smart account, vous pouvez faire une seule et unique opération. Vous pouvez faire de l'atomic multi-operation. Donc il y a aussi des gains en termes d'UX et en termes de gaz derrière tout ça. Même si, comme vous passez par un contrat, initialement ça vous coûte un peu plus cher en termes de gaz. Mais néanmoins, vous avez quand même toujours ces problèmes de signature. Il y a forcément une clé qui est active. Il y a forcément une clé qui est derrière et qui a signé le message pour dire je veux approuver mes USDC, je veux swapper contre de l'Ether et je veux déposer mes Ethers sur AV et puis ensuite je vais emprunter des USDC et refaire ça. Toutes ces étapes que vous pouvez préparer avec votre UX, quand vous devez la passer dans un account abstraction, vous devez quand même signer ce message avec quelque chose. Oui, vous n'avez pas besoin de faire 35 transactions à chaque fois. Et éventuellement, il y a un peu plus de gas cost parce que vous appelez un contrat. Mais ça s'optimise et quand vous appelez beaucoup de contrats à la fois ou quand vous faites beaucoup d'opérations à la fois, au bout d'une quinzaine de transactions, vous y gagnez un petit peu. Donc en pratique, ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais vous avez des utilisateurs qui signent des messages. Ces messages peuvent être apportés par n'importe qui au contrat. Donc vous avez des entreprises et des individus dont c'est la spécialité d'aller regarder ces messages et de les apporter. Ça peut devenir assez similaire de ce qu'on fait en MEV, quand on essaie d'optimiser comment les transactions s'organisent. Les utilisateurs ont chacun un contrat. Donc vous apportez les messages signés pour ces contrats et ils exécutent des choses. Et ensuite, la blockchain fait sa magie et vous avez les transferts de jetons, les transferts de propriété et tout ça derrière. Côté compte, le compte de l'utilisateur, c'est plus un EOA, c'est un smart contract. Et 4337 vous explique ce que ce smart contract doit respecter comme interface, comme chose qu'il doit exposer. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs formats de smart wallet, smart contract qui font un wallet, qui sont en construction, qui sont développés, qui sont exposés, qui vendent un peu de services autour de ça, et qui ont souvent été construits pour spécifiquement l'utilisation de 4337. Et puis vous avez le bon vieux smart wallet, le bon vieux safe de Gnosis, qui commence à permettre de le faire, et ma boîte fait beaucoup de choses autour de Gnosis. Parce qu'on se dit franchement, refaire un smart wallet, et ensuite le faire auditer, et ensuite le vérifier et tout ça, c'est peut-être un peu plus de taf que de partir d'un truc qui existe déjà, qui est safe et qui est déjà bien regardé et bien fichu. Donc il y a quand même des considérations de sécurité sur ce smart wallet puisque c'est assez nouveau. Mais quand vous utilisez safe, c'est peut-être un peu plus lourd, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais on fait quand même des choses plus profondes avec. Donc vous aviez un objectif initial avec 4337 qui était de enlever le besoin de mettre des Ethers sur un wallet pour lui permettre de faire des transactions. Donc ça, c'est réussi. Et le deuxième objectif, c'était de permettre aux gens de pouvoir se loguer et signer des messages qui pourront être apportés dans la blockchain de façon un peu plus sympathique qu'installer un wallet et d'écrire 24 mots. En fait, avec ça, concrètement, là, maintenant, tout de suite, vous avez quand même besoin d'avoir votre public key infrastructure, d'avoir un truc qui vous donnera des clés pour signer et de les exposer à vos utilisateurs. Mais il se trouve qu'on a tous dans notre poche quelque chose qui peut faire ça et qui commence aussi à prendre un petit peu à devenir un peu à la mode.
Donc les grands du web ont commencé à introduire des méthodes pour vous, pour signer avec des clés cryptographiques qui vivent dans l'enclave de votre téléphone. En fait, on a eu des premiers essais et ensuite des implémentations comme P256 qui ont été reconnues par le National Institute of Standard and Technology comme la méthode pour signer et s'authentifier sur Internet. Et figurez-vous qu'on peut utiliser ça pour signer des messages que la blockchain reconnaît. Alors, des blockchains L2 comme Starknet font ça de façon native. Vous signez avec P256, on peut faire des superbes opérations, signer comme si vous aviez en fait une ACAD abstraction native. Mais sur Ethereum en soi, SEC P256 R1 n'est pas une courbe elliptique qui est reconnue dans le protocole Ethereum. Donc nous on s'est dit, et si on en faisait une version en smart contract? Alors on a commencé à faire ça, on arrive maintenant à signer avec ce genre de courbe et à les reconnaître dans Ethereum. Ça consommait beaucoup de gaz, et ensuite on a rencontré les équipes de Ledger en R&D qui s'intéressaient au sujet et qui ont fait de l'optimisation, on a échangé avec eux, on a regardé comment ça se passait, et maintenant pour signer et valider un message, pour valider la signature d'un message avec ce genre de courbe, ça vous coûte que 70 000 gaz. Wow, c'est quand même beaucoup, 70 000 gaz. Ça fait 3 transactions de transfert, un peu plus de 3 fois transactions de transfert de Alice à Bob d'un Ether. Mais si vous êtes sur un L2, en fait, on s'en fout un peu, quoi. C'est pas très grave. Et aussi, on commence à avoir des EIP qui poussent ce genre de signature comme native dans la blockchain en question. Polygon va intégrer ça dès Q1. Et d'autres blockchains sont en train de suivre. Et c'est très pratique. Je voulais vous montrer à quoi ça ressemble, mais je vais laisser Marc vous faire une présentation pour vous dire tout ça et vous faire essayer. Et donc voilà, vous allez essayer, vous allez vous rendre compte de ce que c'est que signer avec votre téléphone, de créer une clé dans votre téléphone et de profiter de tout ça. C'est ultra supporté, c'est-à-dire que vous l'avez dans votre Android, vous l'avez dans votre iPhone, vous l'avez dans votre Windows Phone, c'est FIDO Alliance, c'est tout ce que vous voulez en termes de qualité de sécurité et super disponible en fait surtout. Et comme c'est l'accès à votre enclave, vous vous authentifiez avec votre biométrie pour y accéder et personne d'autre ne peut vous empêcher d'y accéder. Si on coupe Internet, vous pouvez encore signer. Donc vous avez vraiment du self-custodian, c'est-à-dire vous créez vous-même votre clé, vous la managez vous-même. Et ensuite, vous avez des systèmes de recovery qui sont pas si mal, parce que voilà, vous pouvez autoriser Apple à stocker votre clé de façon cryptée sur le cloud. Vous pouvez autoriser Google à faire à peu près la même chose. Et vous pouvez aussi avoir au sein du safe des façons de faire la recovery. Et c'est merveilleux pour les applications parce que quand vous générez ce genre de clé, vous n'êtes pas dépendant d'un serveur qui va en stocker un bout. Vous êtes dépendant que de votre utilisateur. Donc bye bye les business models de type ah oui mais active user je vous prends X points, je prends X mi parce que les gens se sont logués et compagnie. Maintenant en fait vous laissez le user gérer lui-même sa clé et vous avez votre propre système d'authentification parce qu'il n'y a pas de raison que vous alliez passer vos users à une application tiers qui va ensuite vous dire ah mais non en fait moi si l'user il vient d'Iran je veux plus lui donner accès à son bout de la clé, ça me va pas. Ça c'est important de rester proche de cette philosophie du Web3 initial. Voilà, en conclusion, je veux juste vous dire que les smart accounts, ça résolvait tous les problèmes du monde. Les DAO les plus riches les utilisent. Donc, si vous cherchez encore à essayer de faire un max de TVL sur vos protocoles, vous devriez être assez friendly sur ces smart accounts. Les crypto whales s'en servent. Donc, c'est bien, il faut être pro là-dessus. Et en plus, vous faites du batching, des recovery, des trucs, des machins. C'est absolument génial. Si vous faites du gaming, on sait faire des session keys avec, c'est super chouette aussi. Et on a une solution qui est pas mal, que vous pouvez utiliser si vous voulez dans votre DApp. Voilà, il y a d'autres providers que nous, et nous on est plutôt pas mal et on est en France, donc venez nous parler si ça vous intéresse. Et takeaway, vive le 3074 parce que si on l'avait dans le protocole, ce serait encore mieux, mais je pense que les développements de l'ERC 4337 vont aller beaucoup plus vite en général. C'est pas assez gas efficient, mais sur le L2 ça marche super bien, et sur le L1 ça marche déjà franchement pas mal. Je passe la parole à Marc pour vous présenter tout ça. Moi, je vais vous parler un petit peu. Bonjour, je suis Marc Zeller. J'ai fondé l'Aave-Chain Initiative. On est service provider de l'Aave-DAO et on est le principal délégué aussi de l'Aave-DAO. Et je vais vous parler un petit peu de notre vision sur 2024. Et après, on a fait beaucoup de théorie avec Jérôme, mais on va faire de la pratique, puisque l'Aave-Chain Initiative intègre Comet dans tous ses produits à partir de 2024. Hop. Donc un petit rappel sur Aave, on est le principal protocole de liquidité de la finance décentralisée. On a 7 milliards de TVL et un market size de 9 milliards et demi à peu près.
Et l'AV Initiative, c'est ce que je viens de vous dire. Sur 2024, on a plusieurs objectifs. La première, c'est qu'on a sorti l'année dernière, donc encore cette année, 2023, un Go, qui est un stablecoin qui est décentralisé, indexé sur le dollar. Il a commencé avec un taux d'intérêt très bas et on n'avait pas forcément anticipé la DAO, la reprise du marché et du coup beaucoup de demandes sur les stablecoins et que les gens seraient prêts à vendre leur Go en dessous d'$1 juste pour avoir accès à du levier. Mais on a monté le Go Liquidity Committee qui a pas mal travaillé là-dessus. Aujourd'hui, le Go est à 98 centimes, 98,5 centimes, ce qui est encore insuffisant, ça devrait être à $1, mais on était tombé à 96, donc ça suit son cours, comme on dit. Sur 2024, à partir de janvier, normalement, février, on intègre CCIP de Chainlink, Cross-Chain Interoperability Protocol, c'est difficile à prononcer, mais c'est un protocole d'interopérabilité entre les blockchains qui va nous permettre de déployer le multi-chain Go. Donc on va pouvoir avoir du collatéral sur Ethereum et de la dette en Go sur n'importe quelle chaîne où il y a AV, donc on est présent sur 7 réseaux, donc ce sera Arbitrum, Optimism, Polygon et Gnosis, et il y a de grosses optimisations au niveau du protocole qui vont arriver sur 2024, c'est pas encore annoncé, mais ça arrivera dans les prochaines semaines. Donc ça, c'est nos objectifs. Les challenges de la défi en général sur 2024 qu'on anticipe, c'est que, premièrement, définir une DAO, on ne sait toujours pas ce que c'est en tant qu'entité. Une DAO n'est pas une personne morale, ce n'est pas une entreprise, ce n'est pas une association, c'est un truc. Et un truc au niveau juridique, c'est un petit peu compliqué. Donc on fait un gros travail avec l'ADAN. Je suis président du comité finance décentralisée de l'ADAN en France. Et dans la francophonie, on travaille beaucoup avec le gouvernement et nos élus pour redéfinir et donner un statut aux organisations décentralisées autonomes afin de professionnaliser et de pérenniser l'industrie. On a eu le règlement MiCA au niveau européen qui a défini le statut des prestataires de services en actifs numériques. Donc aujourd'hui, c'est assez cadré au niveau de l'industrie pour acheter des cryptos, vendre des cryptos. Il y a des acteurs qui sont régulés et reconnus, mais on n'a pas du tout. Il y a eu une exclusion des NFT et de la DeFi. Les NFT, ça va arriver en 2024. La DeFi, ce sera plus 2025-2026. Mais là aussi, il y a une zone grise au niveau de la régulation. Et ça fera partie des gros travaux de 2024, de travailler sur ce que Christine Lagarde appelle MiCA 2. Donc ce prochain règlement qui va travailler sur ces questions. Et la DAN, on est vraiment en première ligne de ces questions-là qui sont assez importantes sur la compliance et la réglementation. 2023 aussi, ce qu'on a fait, l'AV Initiative, c'est qu'on a amené à la maturité l'AV DAO. Et on a fait un gros travail de nettoyage puisque les DAO, c'est assez immature, c'est un nouveau système d'organiser. C'est comme j'ai dit, c'est ni des entreprises ni des associations. Et on a fait beaucoup de travail de cost-cutting. Donc les coûts de la DAO sont descendus. Alors Defilama dit qu'on est descendu de 19 millions à 6 millions, c'est pas vrai parce qu'il y a quelques renouvellements de contrats qui vont arriver au premier trimestre 2024, mais effectivement les coûts sont bien descendus. Le revenu de la VDAO a beaucoup augmenté, notamment avec la V3 et d'autres initiatives qu'on a mis en place. Maintenant, on a des frameworks qui font cas d'école dans l'industrie sur comment organiser des votes. Nos smart contracts de gouvernance commencent à être adoptés dans l'industrie, notamment Paraswap par exemple en 2023. Qui mettent en petite place les choses. Et on a lancé 3 produits, Skyward, Orbit et Dolce Vita, qui permettent à Skyward de transformer de l'anglais dans un forum de gouvernance en code informatique. Ça permet à n'importe qui d'avoir, parce qu'il y a des gens qui ont des bonnes idées mais qui ne sont pas forcément développeurs. Donc nous, la VETCHA Initiative, on va prendre ces bonnes idées, on va le transformer en code et on va l'implémenter dans le protocole. Orbit, ça permet de professionnaliser les délégués de la DAO. Et Dolce Vita, c'est tout un ensemble de produits qu'on va annoncer la semaine prochaine qui permettent d'automatiser certaines actions de la DAO. Qui font en sorte qu'on puisse se concentrer sur la partie gouvernance et moins sur la partie technique, parce que ce n'est pas forcément là où il y a de la plus-value dans les organisations décentralisées. Et on vient d'atteindre le quorum, nouveau set de smart contracts de la gouvernance V3,
donc une nouvelle version de nos smart contracts de gouvernance qui vont activer plusieurs choses. La première chose, on va pouvoir voter avec les AV qu'on a déposés dans le protocole. Donc les utilisateurs qui possèdent des AV vont avoir un pouvoir de vote, ça c'est pas mal. Mais surtout quelque chose qui était très attendu, on active le cross-chain vote. Puisque avant, pour voter sur AV, un vote, ça coûtait entre 5 et 15 $ selon les prix du gaz. Et à mon avis, en 2024, si les marchés se réveillent, ce sera plus 20, 30, 50 $. Si on veut être inclusif, demander 50 $ à quelqu'un pour donner son opinion, c'est pas ouf. Donc maintenant, on pourra voter, on active ça dès la semaine prochaine sur Polygon et Optimism. Et ça va se déployer au fur et à mesure sur les autres réseaux. Ça va permettre d'être un petit peu plus inclusif sur ces processus de vote. C'est dans l'autre sens. Et dernier focus, et ça va être le moment qui va nous intéresser sur cette démo, 2024, nous, sur AV, on a réglé, entre guillemets, ce truc dont tu parlais, de les whales qui déposent chez nous, la TVL, etc. On a 9,5 milliards, donc le product market fit de AV est bien mis en place. Mais maintenant, il est temps de sortir de cette niche dont tu parlais, Jérôme, de ces 10 000, 15 000 utilisateurs qui ont certes des milliards, mais ça reste un milieu entre guillemets clos, et d'aller dans la mass adoption. Et comment on fait ça? On améliore l'expérience utilisateur et surtout, on fait un stablecoin qui n'est pas juste un outil pour traders, mais en plus un moyen de paiement que les gens ont envie d'utiliser pour acheter des trucs. Et ça, c'est plutôt intéressant. Donc ça passe, déjà, on va améliorer l'expérience de voting dans le Governance 23. CCIP, c'est le cross-chain Ghost qui permet d'avoir un système de paiement où le prix des frais de transaction est tellement bas qu'on peut l'abstraire complètement aux utilisateurs. On peut subventionner par du relaying les frais de transaction parce qu'on pense que si on veut de la mass adoption, dire aux gens il faut acheter du Matic ou il faut acheter de l'Ether avant d'avoir des stablecoins pour faire des paiements, ça va être un petit peu compliqué. On mise énormément sur 2024, en tout cas sur la première partie de l'année, sur le payment layer de Gnosis, avec Gnosis Safe qu'on intègre, et aussi Gnosis Pay, qui vont être leur solution de debit card. Et avec l'ACI, on s'est associé avec Gnosis, donc on va faire l'ACI Card. Donc il y aura une carte, là aussi c'est une annonce, ce sera officiel très prochainement, mais on peut le dire ce soir. Il y aura une carte ACI qui sera sur Gnosis, c'est un white label de Gnosis Pay, et ça intègre Comet Paiement. Du côté d'Avara, qui s'appelait autrefois AV Company, ils sortent leur propre wallet qui s'appelle Family, et qui se concentre énormément sur l'expérience utilisateur. Donc on a pas mal de choses qui arrivent sur 2024. Donc, il y a deux choses qu'on sort sur le premier trimestre 2024 pour rendre le Go un petit peu plus concret et pas seulement un outil financier sur la finance décentralisée. On va sortir des billets, des objets physiques. Donc on les a pas ce soir, mais ils vont sortir très prochainement, vous les verrez. Et en fait, vous pourrez faire du double spend. Donc ce sera un objet physique et dans les événements où l'ACI est présent, vous pourrez vous en servir pour avoir du swag, des stickers, des machins. Et en plus, si vous scannez le QR code, vous aurez directement sur votre wallet des Go. Et la deuxième chose, c'est qu'on met en place des applications grâce à Comet qui vont supporter Apple Pay, Google Pay. Ce n'est pas encore actif, mais la carte bleue, c'est actif déjà, qui vont permettre de faire des choses. Et je propose, Jérôme, qu'on y aille et qu'on fasse ça pour de vrai. Et l'expérience, en fait, c'est... donc là, c'est avec du vrai argent. Hein, donc, mais vous pouvez acheter un NFT. Et si vous achetez ce NFT pour 20 €, vous avez certains NFT, mais on vous airdrop 20 Go, donc l'équivalent 20 $, donc presque 20 €, sur votre wallet que vous avez généré immédiatement. Et donc, on va faire ça. Donc, je donne un mail. Le mail en question est pour la collecte du paiement côté Payment Service Provider. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? Le wallet en question est un safe. Je peux payer par carte. Donc je vais couper la vidéo parce que je vais mettre ma vraie carte. J'ai mis mon super numéro de carte. Et là, on me dit, allez sur Revolut pour confirmer. Donc sur mon Revolut. Voilà, 3D Secure aussi, sachant que les Face ID et autres façons d'authentifier les users sont aussi un moyen de simplifier encore l'onboarding et de permettre de ne pas avoir trop de frottement. Voilà. Et tu peux retourner à la page du marchand, je crois, un peu plus bas. Hop, retour sur le site marchand. Et donc là, on revient sur wallet.avchan.com. Donc j'ai bien été débité de 20 €.
On n'a pas fait un KYC, j'ai pas montré mon passeport, etc. Ça, c'est le genre d'intégration qu'il faut faire avec des petits montants. Bien sûr, sur des plus gros montants, il faut faire ce genre de choses. Mais au moins, on est sur une expérience beaucoup plus fluide. Quand il y aura Apple Pay, on clique 2 fois et puis ça fonctionne. Google Pay, c'est la même chose. Il n'y a pas besoin de mettre le numéro de carte. Et donc, congratulations, là, ce qui vient de se passer, c'est que sur mon wallet qui vient d'être généré, j'ai reçu un NFT immédiatement. Et j'ai 20 Go. Donc j'ai aussi été airdroppé de mes stablecoins, ce qui permet un onboarding assez rapidement. Et du coup, on est assez connu pour notre swag. Et donc pour ces 20 €, eh ben, je peux m'acheter un t-shirt. Et donc faisons ça, pourquoi pas. L'achat du t-shirt, c'est du transfert de Go. Voilà. Transfert de Go que tu as validé. Pour payer, au lieu de faire une site de 24 mots, un ledger, etc., j'ai un index, je fais Touch ID, ça charge un peu. La transaction est relayée. C'est-à-dire qu'on a pris la transaction, enfin le message signé par la clé qui est contenue dans l'enclave de l'ordi, et il a été porté ensuite sur la chaîne. Et voilà, je viens d'acheter un t-shirt. Et alors, si vous le faites, hein, ça fonctionne. Hein, si vous décidez de le faire, remplissez bien le formulaire, que je puisse vous l'envoyer. Mais si vous remplissez le formulaire ce soir, eh bien, vous recevrez pendant le mois de janvier ce t-shirt-là. Voilà, c'est une expérience. On a fait. Donc on a créé un wallet, on a fait un airdrop de NFT, fait un airdrop de stablecoin, le Go, dépensé le stablecoin et vérifier que le stablecoin a bien été dépensé, bien été reçu au bon endroit, et ensuite on affiche directement. Donc c'est une expérience Web 2, mais Web 3. Rendez-vous dans les semaines et les mois à venir pour plus d'expérience sur Avetchan là-dessus, quoi. Le but du jeu, c'est de créer des expériences comme ça parce que nous, on veut mettre en avant le fait que un stablecoin, c'est pas juste un outil de spéculation financière, ça peut être aussi un moyen de paiement. Et donc c'est toujours assez cool d'avoir ce genre d'expérience. Bravo, je pense qu'on peut remercier les deux conférenciers.